Hey, salut Christophe, comment ça va? Bah écoute, nickel, hein, et toi William? Super. Bon, bah super. Bienvenue à Alors, tous pour ce live de l'IA au service des RH, quels usages dès aujourd'hui? Alors, on va attendre, hein, comme il se doit à chaque fois, quelques instants qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent, vu qu'on est quand même assez nombreux, on est plus de 250 participants à être inscrits au webinaire, au ce live. Donc, on va attendre, si vous voulez bien, une minute ou deux, qu'il y ait un peu plus de connexion. tac, je suis en train de vérifier que ça a démarré. Il y a toujours un petit peu de latence. C'est bon. Donc ça marche. On est en direct sur LinkedIn. YouTube, c'est pareil. Allez, super. Et on va pouvoir démarrer Vous pouvez vous tranquillement. présenter sur sur le chat si vous désirez, bien évidemment. Ça peut être sympa, qui vous êtes, ce que vous faites, en attendant que plus de personnes se connectent. Tac, j'en profite pour tester que les commentaires fonctionnent. C'est parfait. Et donc, on va pouvoir démarrer tranquillement. C'est en train de monter progressivement. On est en train de dépasser les 6 personnes, 10 personnes. Ça y est, ça commence à chauffer. C'est bon. Là, ça monte. C'est le temps que les gens se connectent Bon, on et attend on va encore pouvoir quelques démarrer. instants. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous pouvez vous présenter dans le chat, dire bonjour. En attendant encore une ou deux minutes, qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. On va pouvoir démarrer? Allez, allez, on Allez, démarre. c'est parti. Let's go. L'IA au service des RH, quels usages dès aujourd'hui? Tac. Alors Tu veux déjà, commencer? avant de commencer, on va se présenter. Bien évidemment, William, je te laisse la primeur. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Eh ben, enchanté. Moi, c'est William. J'ai une entreprise qui s'appelle Geeky. C'est une entreprise de formation et de conseil pour intégrer l'IA générative. Et avec la marque Éducation IA, on accompagne principalement les TPE, PME, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des ressources humaines. On forme des centaines, voire des milliers de personnes en formation, action de formation. Et prochainement, à partir de janvier, on va pouvoir former les personnes à travers le CPF pour un titre professionnel sur l'IA générative responsable. Donc, on est capable de former les salariés, les managers et les top managers dans l'intégration de l'IA. Super. Moi, je me présente. Bonjour à tous, Christophe Fex. Moi, j'ai créé le Learning Gate il y a à peu près plus d'un an, qui est le premier cabinet de courtage en digital learning. Donc, pour faire simple, j'accompagne toute entreprise qui veut se lancer dans la création de formations en ligne. Je les conseille, je restructure leurs projets et je vais aller chercher des outils ou des prestataires adaptés par rapport aux besoins qui ont été détectés, par rapport à l'étude de marché que je fais avec eux. Voilà pour ma part. Alors, en effet, pourquoi ce sujet maintenant? Donc, bon, l'intelligence artificielle, depuis maintenant 3 ans, chez GPT, c'était en 2022, il me semble que ça a commencé à apparaître en grand public. Depuis à peu près 3 ans, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Hein, donc, justement, quel est au niveau de l'impact au niveau du RH? Donc là, tous les chiffres qu'on va vous donner dans ce live ont été pris sur le baromètre de Parlons RH qui a été fait il y a récemment, en 2025, donc qui est assez significatif. Donc, on voit qu'il y a à peu près un tiers des personnes RH qui pensent déjà que l'IA a déjà transformé les pratiques dans leur métier. Mais on voit aussi que la plupart des professionnels RH, donc 87%, jugent que leur métier va être aussi transformé par l'IA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on va le voir dans le slide d'après, ça veut dire que beaucoup de professionnels RH l'utilisent à titre personnel, de manière individuelle, comme les salariés aussi utilisent la plupart du temps
c'est ChatGPT, hein, qui est, je crois que c'est 93% de tout ce qui est IA générative qui est utilisé. Donc, c'est ChatGPT qui est le plus gros, bien évidemment. Donc, on voit qu'on l'utilise en effet à titre personnel, mais que peu d'entreprises l'ont intégré de manière collective. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore réellement de stratégie qui ont été mises en place au niveau de l'utilisation et de l'intégration de l'intelligence artificielle. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce que vous, déjà, dans votre pratique individuelle, vous utilisez ChatGPT ou une autre IA générative? C'est très intéressant pour nous de savoir, est-ce que vous êtes plutôt ChatGPT, plutôt Mistral, plutôt Claude? Donc, dites bien dans le chat, oui, moi, j'utilise dans ma pratique de RH ou dans ma pratique de salarié l'IA, et j'utilise plutôt ChatGPT, plutôt Mistral, ou plutôt Claude, ou un autre LLM qu'on ne connaîtrait pas. Alors ouais, c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent au niveau de l'intelligence artificielle et des pratiques RH, entre autres. Et on voit qu'il y a aussi un gros besoin de gouvernance française, d'utilisation d'outils français pour tout ce qui est RGPD, tout ce qui est data, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une envie d'utilisation d'outils français, mais après on voit que c'est paradoxal que c'est ChatGPT à 93% qui est utilisé et pas Mistral aujourd'hui. Donc, je vous donne une petite anecdote. Par exemple, Christophe, l'année dernière, quand on faisait des formations certifiées Calliope en action de formation sur converser avec l'IA auprès des salariés des entreprises, 50% des gens utilisaient ChatGPT gratuitement parce que leur entreprise n'avait pas encore mis une stratégie en place, une charte d'usage et une stratégie pour intégrer l'IA. Donc, les salariés, 50% l'utilisaient en cachette et utilisaient ChatGPT en mode gratuit. Et cette année, depuis la rentrée, depuis septembre, à chaque fois qu'on va en formation, qu'on pose la question, on a plus de 80% des gens qui l'utilisent en cachette, à titre gratuit, parce que l'entreprise n'a pas encore les moyens financiers ou de stratégie claire. Et donc, on voit bien que depuis l'année dernière, la résistance au changement à l'IA générative a complètement changé. Et maintenant, tous les salariés, qui soient jeunes, donc autour de 20 ans, ou qui soient plutôt en fin de carrière, autour de 50 ans, voire 60 ans, utilisent ChatGPT. Alors, ils l'utilisent plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est acquis dans la culture des individus d'utiliser l'IA générative quand ils en ont besoin. Ouais, en effet. Mais c'est d'autant plus intéressant ce que tu viens de dire, William, c'est qu'on voit là dans le graphique du bas, c'est que la plupart, donc 52% des professionnels RH qui utilisent l'IA ne s'y connaissent pas vraiment dans l'utilisation. L'utilisation est, on va dire, assez, entre guillemets, basique au niveau de ChatGPT. Peu connaissent bien, bon, il y en a 40% qui connaissent assez bien, mais seuls 10% aujourd'hui connaissent très bien l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, en effet, on voit qu'il y a un besoin, il y a une envie, il y a le fait qu'on utilise à titre personnel, mais il y a quand même aujourd'hui, en dehors de la stratégie, et tout ça, on va le développer par la suite, mais en dehors de la stratégie, on voit qu'il y a aussi un besoin d'évolution, de montée en compétences au niveau de l'utilisation de l'IA, parce qu'il y a des conséquences assez importantes de comment on l'utilise, et surtout, en effet, comme tu le disais, William, si on l'utilise un peu de son côté, en cachette, ça veut dire de son côté, parce qu'il n'y a pas tout simplement de stratégie qui a été mise en place, ni de gouvernance, ni IA, et ainsi de suite, ça peut avoir certaines problématiques aussi. Donc, c'est important justement de me monter en compétences et d'avoir une stratégie, mais ça, on va en parler par la suite. Si tu peux passer au slide, voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui est très important que vous devez connaître en tant qu'RH, c'est l'IA Act qui est là. L'IA Act est arrivé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces deux petites questions dans le chat pour voir un peu, on va dire, votre niveau d'acculturation au niveau de l'IA Act, si vous connaissez un peu en détail, bien évidemment, ce que c'est, quels sont les impacts que vous pouvez avoir de l'IA Act sur les RH. Ça peut être intéressant. On a quelques secondes de latence, donc le temps qu'ils répondent, pour vous, c'est quoi l'IA Act? Je vais pouvoir te présenter les profils qu'on a dans le chat. On a des assistants en recrutement, des responsables de formation. Par exemple, Morgane, elle utilise principalement ChatGPT et Copilot. Donc, Copilot, qui était pas du tout adapté l'année dernière, est en train de remonter dans les usages parce que c'est totalement intégré à Word, Excel, etc. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup, Morgane. On a des consultants en RH et des coachs en management en soft skills. Donc, merci beaucoup, Delphine, c'est super. Et on a d'autres dirigeants comme Philippe, qui est senior exécutive et qui s'occupe de la stratégie dans son entreprise et justement de la transformation, dont la transformation digitale liée à l'IA. Donc, merci beaucoup tous les profils. N'hésitez pas à partager.
et on va rebondir dans le chat. Vous inquiétez pas, on a entre 10 et 15 secondes de décalage. Ça peut arriver sur le temps de latence. Donc, on répondra à toutes vos questions. Donc, pour vous, c'est quoi l'IA Act? Allez-y, répondez. Et on peut faire la petite blague. Christophe, est-ce que tu l'as de tête? J'ai un trou de mémoire, moi. Quand est-ce qu'on l'applique réellement, l'IA Act? Alors, je ne sais pas, dis-moi, Tu William. ne te rappelles plus? Non. C'est août 2026. Ça va être obligatoire à Ah partir oui, de août oui, 2026. pardon, je n'avais pas compris ça. Oui, oui, Ah, tu n'avais oui, pas oui, compris oui. ma question, pardon, c'est moi. Ouais, Je j'avais pas compris la t'ai question. challengé Oui. là. On va le voir après, Là, tu spoil. Je spoil. Et parfait, ben, répondre, super. Hop. Et là, il y a, par exemple, les personnes du chat nous disent pourquoi ils utilisent l'IA, justement, pour des présentations, des rédactions diverses et des propositions d'idées, etc. Donc ça, c'est super. On peut enchaîner peut-être sur la deuxième question, Ouais, Christophe? vas-y, Tu veux- change oui, la deuxième question, c'est en quoi cela, bien évidemment, vous impacte en termes de RH, l'IA Act, l'IA, comment vous voyez cet impact dans vos pratiques professionnelles? Allez-y, répondez. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup de faire coucou. Et donc, Philippe nous répond en premier. Hop, j'affiche son commentaire. L'IA Act, directive européenne qui traduit en loi les États membres. Et effectivement, l'IA Act, c'est comment on va intégrer l'IA. Il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui est autorisé et interdit avec l'IA? Par exemple, a priori, d'après l'IA Act, il n'y aura pas de robot Terminator. Donc ça, c'est une certitude. Ça, oui, Mais pour l'instant, oui, pour l'instant. par contre, on va vous montrer juste après, je tease un petit peu le temps que les autres personnes répondent, que l'IA Act, c'est forcément en lien avec le RGPD et forcément l'IA Act impacte les RH, que ce soit sur l'usage de l'IA auprès des RH ou que ce soit l'IA auprès des salariés. Donc, ce n'est pas anodin, c'est un enjeu très stratégique pour vous dès maintenant, pour 2026 et les années qui vont arriver en suivant. Tu veux Ouais, que je allez, passe à la suite? je pense que tu peux passer à la suite, en effet. Donc, l'article 4, on va parler de ça juste là, parce que je pense que ce qui impacte le plus, ce qui peut toucher le plus, tout ce qui est process RH. L'article 4 donc, indique que les entreprises qui utilisent ou qui créent, alors on va dire qui utilisent, on va rester là pour l'instant, des systèmes IA, même à titre personnel, que les employés ont recours à ces systèmes à leur nom, donc à titre personnel, soient bien formés à l'IA. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui impacte directement. On voit entre 2025, il y a cette préparation qui est possible, bien évidemment, et cette transition, c'est-à-dire de monter en compétence de l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise qui utilise l'intelligence artificielle, et qu'à partir du 2 août 2026, donc on va dire que c'est demain, la formation va être obligatoire avec la preuve, bien évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y ait une preuve pour montrer qu'on a bien formé l'ensemble des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle. Et c'est qu'à partir de 2027 où on va avoir des audits et des amendes. Alors, ça peut être assez important, c'est pour ça que ça peut impacter. Il peut avoir des pénalités très importantes en termes de chiffre d'affaires, un plafonné à 35 millions, des exclusions d'appel d'offres et même des risques juridiques. Donc, l'obligation, c'est quoi? Grosso modo, c'est former tous les collaborateurs concernés, c'est mettre en place une gouvernance IA. Alors ça, on va le voir un peu après comment ça fonctionne, mais une gouvernance IA, c'est de pouvoir mettre en place des personnes qui sont chargées justement de contrôler un peu tous les biais, toutes les hallucinations que peut générer l'IA, de contrôler la montée en compétence de l'IA, donc une gouvernance IA à l'intérieur de l'entreprise. Il faut fournir les preuves de formation, bien évidemment. Et après, on sait très bien que la technologie, alors ne serait-ce que ChatGPT, en 3 ans, l'évolution de ChatGPT n'a pas arrêté. Tous les mois, il y a quelque chose qui apparaît de nouveau. Toutes les 2 semaines en ce moment. Comment? Toutes les 2 semaines en ce moment, avec ChatGPT voilà, Atlas qui vient de sortir. Voilà. Et donc, bien évidemment, il faut surveiller et actualiser en continu, faire une veille, tout simplement, sur les pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on voit que c'est très important, mais alors il ne faut pas le voir comme une obligation ou une contrainte. J'ai participé pendant une semaine au congrès de l'UNESCO sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui était plus dans l'éducation. Mais j'ai pu faire des parallèles avec le monde de la formation et le monde de l'entreprise, bien évidemment. Et on voit que il y a un manque de montée en compétence de l'utilisation de l'IA et que ce manque de montée en compétence fait en sorte que, suivant comment on l'utilise,
bah, il y a des erreurs importantes qui peuvent impacter bah, l'entreprise, hein, bien évidemment. Et Donc, le il ne faut chiffre pas le d'affaires. voir Ouais. l'IA comme je suis obligé de former mes collaborateurs, ça a un coût, bien évidemment, et sinon j'ai des pénalités. Il faut vraiment le voir comme une évolution, une montée en compétences, comprendre comment fonctionne l'IA, c'est super important. Comment l'utiliser de manière responsable aussi. Bon, si on est vraiment responsable, hein, après toutes les entreprises, enfin pas toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises aussi ont un pôle RSE. Donc je pense que l'utilisation de l'IA responsable, bah, ça a une importance vraiment particulière, qui est vraiment pas négligeable. Et donc pour ça, ben, il faut en effet que chaque personne qui utilise l'intelligence artificielle dans son secteur d'activité dans l'entreprise, bah, doit bien évidemment comprendre comment ça fonctionne, monter en compétences et être formé pour cela, parce que ça se fait pas tout seul. Donc il ne faut pas le voir vraiment, faut pas le voir du côté c'est une obligation avec des pénalités, mais il faut le voir plutôt comme une opportunité de faire monter en compétences l'ensemble de la masse salariale qui utilise l'intelligence artificielle pour que juste cette utilisation soit efficace et donc efficiente au niveau de l'entreprise. Et pour rebondir sur le commentaire de Philippe qui parle du RGPD, décision prise par l'humaine, ça me permet de rebondir. Il faut appliquer la même stratégie. Ce que vient de dire Christophe sur l'IA Act, c'est une vraie opportunité de remettre l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise et au cœur du processus de l'usage de l'IA. Et le fait de penser comme ça, décision prise par l'humain, utilisation de l'IA décidée et mise en œuvre par l'humain, va vous permettre de contrôler l'usage de l'IA et donc d'avoir une dimension stratégique et d'accompagnement des collaborateurs dans la direction que vous souhaitez. Et justement, de ne pas subir l'IA et de dupliquer vos concurrents ou d'utiliser des solutions d'IA dans vos logiciels métiers, comme le SIRH, comme les CRM pour vos collaborateurs qui vont travailler la relation client avec l'IA sans maîtriser les tenants et aboutissants. Et ça, c'est la pire chose, parce qu'à un moment donné, vos clients vont le voir, vos collaborateurs vont le voir que vous utilisez de l'IA, et si ce n'est pas suffisamment travaillé, personnalisé, réfléchi, en fait, vous allez perdre en impact, et forcément, in fine, vous perdez en efficacité, efficience, et globalement en chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas anodin. Tout à fait. Voilà. Justement, on va rentrer un peu dans la stratégie. Comment mettre en place une stratégie RH à l'ère de l'IA. Là, on vous présente le schéma, la cartographie des 10 processus RH d'un livre qui est bien connu, qui s'appelle le livre Pro en ressources humaines. En fait, finalement, vous aujourd'hui, en tant que consultant, assistant RH ou responsable RH, comment je vais penser mon projet RH et mon projet IA en parallèle? Eh bien, tout simplement, il faut partir de vos concepts métiers que vous maîtrisez parfaitement. On sait que tous les gens qui viennent à ce live sont compétents en RH. Et donc, à partir de là, il va falloir penser sa gestion administrative, penser son recrutement, penser l'évaluation des collaborateurs et des salariés, penser la politique de rémunération, la gestion des compétences, la gestion des carrières, la gestion des relations sociales, la santé au travail et l'organisation et la digitalisation. Donc, si vous rentrez par la porte de la digitalisation, accompagner la transformation digitale dans l'entreprise, vous savez qu'il va falloir former les salariés à l'ère de l'IA. Et de ce fait, ça va impacter le plan de compétences à l'ère de l'IA. Et dans quelques années, ça va impacter le recrutement, puisque en fait, vous aurez le choix dans vos candidats. Est-ce qu'on recrute des personnes qui sont formées à l'IA générative? Est-ce qu'on recrute des personnes qui sont formées à l'IA? Ou est-ce qu'on recrute des personnes qui sont managers de la transformation digitale avec une spécificité sur la transformation digitale à l'ère de l'IA? Il y a des nouveaux diplômes de master qui sont en train d'apparaître pour piloter la politique RH dans les entreprises. Très sincèrement, à l'ère de l'IA Act, on va avoir des stratégies qui vont être mises en œuvre, des recommandations de la BPI et d'autres organismes. Je pense sincèrement qu'on va se retrouver avec une évolution comme le RGPD, avec des responsables DPO. Et là, on aura forcément des responsables IA responsables dans les entreprises. C'est pour ça qu'avec Christophe, on travaille déjà sur le programme de formation 2026-2027 et qu'on va bientôt proposer des titres professionnels sur l'IA générative responsable, par exemple, parce qu'au regard de l'article 4 de l'IA Act, ce n'est pas encore clair au niveau du gouvernement français. Est-ce qu'on doit former et acculturer les salariés sur l'IA, simplement, et démontrer la preuve avec les attestations et des certificats de fin de formation? Ou est-ce qu'il va vraiment falloir former les salariés à l'IA générative responsable pour sécuriser l'organisation, que ce soit pour les données, la gouvernance IA, etc., etc.
Et donc ça, c'est l'usage et le gouvernement qui va donner des orientations, des stratégies. Bien sûr, ce sera en lien avec les OPCO et bien sûr, ce sera en lien avec les organismes de formation sur le marché. Pour autant, en termes de stratégie, comment vous voulez rentrer dans la mission de l'IA? Si on parle de vos compétences à vous en tant que DRH, RH et consultant RH ou assistant RH, c'est moi, mes compétences métiers, en quoi l'IA peut m'aider à gérer le recrutement. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de trier des CV? Est-ce qu'au niveau de la politique de rémunération, est-ce que je peux mettre tous les bulletins de salaire dans l'IA générative et l'IA va me générer un tableau de bord avec la pyramide des âges par rapport au groupe, aux indices, par rapport aux rémunérations brutes, nettes, etc. Et ça, il faut le penser parce qu'en termes de gouvernance IA et en lien avec le RGPD, est-ce que j'ai le droit de mettre des données personnelles, confidentielles dans l'IA et comment on gère notre politique IA là-dessus? Donc, sur l'ensemble des processus, vous pouvez tout déléguer. En tant que RH, vous pouvez mettre en place une politique de recrutement. Vous conversez par exemple avec ChatGPT et il va vous aider à mettre en place une politique de recrutement, faire le phasage de recrutement entre le premier appel avec le candidat, le deuxième appel, lui proposer une étude de cas, faire l'analyse de CV, contrôler les diplômes, etc. Ça, l'IA est capable de le faire. C'est déjà intégré dans plusieurs SIRH. Mais Ça, pour autant, on va le voir, je te coupe un peu, William, pardon. On va le voir ouais, après par la suite. En effet, on va voir les trois cas d'usage qui sont déjà le plus utilisés, on va dire, au sein du RH. Mais on revient, s'il te plaît, juste avant sur la slide ouais, d'avant. pardon. On voit aujourd'hui que 8 sur 12, donc c'est énorme, principaux usages RH de l'IA, ça porte sur la création de contenu. Création de contenu pour diverses. C'est du texte. Et puis voilà, c'est du texte, c'est du visuel, création de contenu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore vraiment d'utilisation stratégique de l'intelligence artificielle par rapport aux 10 processus RH que tu viens de lister. Alors il y en a 3 qui ressortent, Ouais. justement, c'est ça qu'on va voir. 3 qui sont aujourd'hui les plus utilisés. Donc tu étais en train de parler de recrutement. Donc là, tu peux en effet revenir sur la slide d'après sur le recrutement. Je vous donne un exemple concret. On va partir du principe que vous utilisez une IA générative simple, comme ChatGPT. Avec ChatGPT, je suis responsable, je travaille chez Learning Gates, je dois embaucher des concepteurs pédagogiques dans le cadre des contenus pédagogiques ou des charges d'admission. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT? En tant que RH, j'ai compris le besoin du dirigeant de l'entreprise, on me missionne pour gérer le recrutement, je vais pouvoir rédiger les annonces. Donc, je rédige une annonce, je peux aller sur un logiciel qui me permet de diffuser sur toutes les plateformes ou pas, ou alors je vais faire mes publications à la main. Mais avec ChatGPT, je rédige l'annonce, je fais la fiche de poste, je fais les conditions de recrutement, etc. Ensuite, une fois que j'ai reçu les différents candidats par email, je vais archiver tous les CV et toutes les lettres de motivation et je vais pouvoir les trier avec ChatGPT. Attention, il y a un principe d'anonymisation normalement en lien avec le RGPD l'IA Act. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour autant, vous pouvez trier les CV. Il y a quand même des obligations légales. Vous devez être capable de justifier d'avoir le contrôle humain sur le tri des CV. Et justement, quand vous paramétrez mal et que vous promptez mal avec une IA générative, elle va créer des biais algorithmiques. Par exemple, elle va être discriminante parce que vous aurez mal prompté. Donc faites attention à ça. Et vous devez être capable d'expliciter à l'individu pourquoi dans le tri des CV, déjà ça a été utilisé par l'IA, il faut être transparent par rapport à ça, et pourquoi il a été évincé du recrutement par rapport aux attendus. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les questions d'entretien. On va pouvoir préparer des grilles personnalisées par rapport au candidat. Et là, ça commence à être intéressant. Au lieu de faire une grille d'entretien pilotée par le manager ou l'assistant RH qui va s'occuper des recrutements, vous pouvez aller extraire des données dans le CV et vous pouvez aller créer des questions ultra personnalisées pour aller chercher des éléments fins pour le recrutement. Et là, ça commence à être intéressant parce que à chaque fois que vous allez faire un entretien de recrutement, chaque entretien sera spécifique au candidat. Donc, la prise en compte de son CV, la prise en compte de ses attentes et de ses besoins sont beaucoup plus spécifiées et ça vous permet vraiment de faire quelque chose de qualitatif. Ensuite, au regard de ça, les bénéfices vont être multiples. Vous allez pouvoir gagner du temps. Vous allez pouvoir prévoir, en fonction des profils que vous avez, de réouvrir le recrutement ou parce que ce n'est pas suffisamment significatif ou il y a des nouvelles opportunités qui émergent par rapport au candidat et donc d'aller modifier la fiche de poste automatiquement. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, faites très attention
sur les biais. La problématique de ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, c'est que ce sont des IA génératives globales qui sont polyvalentes. Elles ne sont pas spécialisées en RH. Et donc, si vous paramétrez mal le prompt système, vous allez créer des discriminations. Exemple, Amazon, il y a quelques années, a voulu mettre en place un système de recrutement automatisé. Ils ont créé un logiciel en interne et les données d'entraînement de leur IA a été mal pensées et les profils qui ressortaient de ce recrutement-là, c'était que des candidats hommes de 40 ans. Pourquoi? Parce que dans la pyramide des âges et sur les postes à responsabilité, inconsciemment, humainement ou consciemment, ils n'avaient que des hommes blancs de 40 ans qui étaient recrutés par rapport à l'ensemble de leur pyramide. Hein, d'accord? Ils ont des milliers de salariés. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus sur de ne pas avoir des biais algorithmiques. Et Philippe, effectivement, vous avez raison. Attention à ne pas confondre l'IA qui est intégrée dans les logiciels et comment on entraîne des modèles et comment on crée un système dans son entreprise et l'IA générative. L'IA générative, on se focus là-dessus aujourd'hui, c'est pour générer du texte principalement. Merci beaucoup de ce retour. Nous, on ne rentre pas aujourd'hui sur le machine learning, le deep learning. Ça, c'est plutôt des missions de la DSI. Ce n'est pas en lien direct avec les RH. Donc, on voit que sur le recrutement, 62% dans l'étude que Christophe nous a présentée tout à l'heure, 62% des RH l'utilisent pour le recrutement, 47% l'utilisent pour faire des contenus de formation ou du développement de compétences, 34% l'utilisent pour des relations sociales et juridiques. Et donc là, attention, on forme pas mal de RH au niveau d'éducation IA. Et là, il y a un vrai problème de prompt système, c'est-à-dire de bien cadrer ChatGPT, parce que globalement, ils utilisent la plupart ChatGPT. En fait, ils oublient de mettre, par exemple, la convention collective, ou ils ne précisent pas l'article du Code du travail, ou alors ils ne vont pas expliciter les logiques du CSE, et ils ne vont pas expliciter avec les comptes rendus en contexte. Et donc, les résultats sont bof. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser d'ailleurs. William, je te coupe, le temps passe un peu, donc voilà, je pense qu'on va voir aussi donc les trois usages, on a vu le recrutement, et là on va parler plus d'onboarding et de formation. Hein, en effet, aujourd'hui, bon, les deux sont un peu la même si l'onboarding, c'est pas une formation, mais bon, c'est la création de parcours, hein, on va dire, parce que beaucoup font de l'onboarding. C'est la même logique que la formation, l'onboarding, en fait, c'est au moment où vous avez recruté la personne, en fonction de ses attentes, ses besoins et des besoins du service et du manager et des équipes, c'est comment vous allez pouvoir créer des parcours d'intégration personnalisés. Donc là, ça renvoie toujours à la compétence savoir converser avec l'IA générative afin de préparer un parcours sur mesure. Donc, vous avez toujours votre compétence métier, c'est vraiment le secret. Vous avez votre analyse du contexte et de la situation en vue de l'arrivée du salarié et vous allez pouvoir affiner et personnaliser l'accompagnement. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on est en train d'accompagner différents clients. On est en train de travailler sur des assistants IA qui vont permettre de répondre. Donc, c'est quasiment des wikis qui sont intégrés aux entreprises avec des FAQ collaborateurs. Je suis un salarié, je viens d'arriver en onboarding. Comment je fais mes demandes de congé? Je suis un salarié, j'ai un arrêt de travail ou j'ai un enfant qui est malade. J'interroge le chatbot de l'entreprise pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois prévenir mon manager? Est-ce que je dois prévenir la RH? Quels documents ils attendent en termes de justificatifs? Tout ça, ça peut être généré via un chatbot avec justement de l'IA derrière. Et ça, c'est intéressant parce que à la fois, ça rend autonome dans son parcours le salarié, à la fois, ça vous dégage du temps et de l'énergie, que ce soit par email ou par téléphone. Pour autant, pour que le collaborateur puisse bien utiliser ce chatbot, il faut qu'il soit formé à savoir converser avec une IA et il faut qu'il sache que la FAQ et que le wiki ou le chatbot existent au sein de l'entreprise et comment il doit l'utiliser. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Si vous ne formez pas les parties prenantes à ce système-là, en fait, ils vont mal utiliser l'outil. Donc, pensez bien, compétences, que tout le monde sache converser avec l'IA ou les chatbots en interne de l'entreprise, que ce soit pour demander les congés ou de l'information pour le départ en retraite, etc. Ensuite, c'est quelle stratégie vous mettez en œuvre au niveau de votre politique RH et vos processus RH. Et ensuite, l'outil viendra naturellement. Vous ferez le lien avec vos dirigeants, vous ferez le lien avec la DSI pour avoir le meilleur système qui correspond aux besoins et aux attentes des salariés, de la RH et des dirigeants. Donc, pour la formation, je l'ai déjà dit, hein, vous pouvez faire des formations en interne, créer du contenu sur étagère, etc. etc. Il y a des logiciels d'IA incroyables sur la formation. Je te laisse prendre la parole. Ouais. Donc, en gros, pour résumer un peu tout ce que William vient d'expliquer,
C'est que aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste d'une utilisation sporadique et individuelle de l'intelligence artificielle. On a vu, il y a l'IA qui est là, qui est présent. Alors, on a encore un peu de temps pour se mettre en conformité, bien évidemment. On a vu que c'était plus une opportunité qu'une contrainte. Il faut plus le voir comme ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'on voit, avec les chiffres de cette étude qui a été faite par Parlons RH, qu'il y a une absence de stratégie claire, qu'il y a un manque de compétences et qu'il y a toujours une résistance au changement. Alors, ça a toujours été, avec tout ce qui est, on va dire, gros changements technologiques. Surtout, c'est très français. Très, très français. Là, j'ai vu une dernière étude qui est sortie là aujourd'hui où cette résistance au changement, elle est franco-française. Pour la plupart, c'est là où, en France, on a le plus de résistance au changement par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être aussi une opportunité, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre pourquoi et comment l'utiliser de manière éthique et responsable pour pas justement faire en sorte que, ce que disait William tout à l'heure, qu'il y ait des biais qui fassent en sorte que quand on veut faire un recrutement, que les hommes de 40 ans sortent en premier. Donc, grosso modo, on voit qu'il faut, dans tous les cas, établir une stratégie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière globale. Alors, comment on va faire cette stratégie? Je pense qu'on peut passer un peu par là. Voilà. Là, nous, aujourd'hui, avec Christophe et les équipes d'éducation IA, donc les formateurs qu'on a sur le terrain, on travaille sur la pyramide stratégique. Donc là, on vous a donné un schéma qui est basique. C'est juste dans le cadre du webinaire. En gros, nous, on travaille sur minimum 3 mois pour justement accompagner la conduite au changement et limiter la résistance au changement. Donc, on a plein d'anecdotes. Par exemple, Christophe parlait tout à l'heure que c'était franco-français, la résistance au changement face à l'IA. C'est effectivement vrai. J'ai les salariés qui arrivent en formation qui disent « Ah, nous, on est contre l'IA, c'est pas bien, ça consomme des kilowattheures, ça consomme de l'eau, ça va remplacer le travail. » Et en fait, quand on leur demande « Ok, très bien », au cours de la journée de formation, quand on leur dit « Ok, qui utilise ChatGPT de manière gratuite ?» 90% des personnes lèvent la main. Donc, ils critiquent l'IA, mais en même temps, ils l'utilisent déjà dans leur pratique professionnelle. Parce qu'ils ont un gain de temps, ils ont un gain de confort mental, et ça leur permet d'être plus efficients au travail. Donc, ça, c'est la dichotomie de l'arrivée de l'IA en France, surtout avec les géopolitiques internationales, avec les outils métiers, etc. Nous, pour limiter cette résistance au changement et accompagner l'organisation sur la dimension stratégique, on va à la fois former les salariés sur plusieurs jours à savoir converser avec l'IA, et je n'ai pas dit à former à ChatGPT, à savoir converser avec l'IA. Parce que demain, l'entreprise décide d'utiliser ChatGPT, Mistral ou un LLM fait maison, eh bien, en fait, les salariés savent prompter, ils ont compris la logique et ils sont capables, avant d'utiliser l'IA, savoir ce qu'il faut faire, pendant qu'ils utilisent l'IA, comment ils promptent, et après l'IA, développer leur sens critique pour remettre en contexte au regard de l'entreprise ou de l'attendu du travail. Donc, on part toujours de la raison d'être. Je suis une entreprise, je vends du carrelage. Notre raison d'être, c'est d'apporter un maximum de qualité à nos clients qui achètent du carrelage. En termes de stratégie, ça se travaille avec l'ARH, avec les chefs de service et avec la DSI, si vous avez une DSI, ou avec le dirigeant qui pilote un peu la transformation digitale de l'entreprise. C'est quelles sont nos intentions stratégiques, en quoi l'IA va nous permettre de vendre plus du carrelage ou mieux notre carrelage. Est-ce qu'on va utiliser l'IA pour le service après-vente, pour faire des messages personnalisés? Est-ce qu'on utilise l'IA parce qu'on a un client de mauvaise foi et qu'on doit recadrer le client au regard du contrat et donc on est très énervé et l'IA va nous permettre d'avoir un message professionnalisé? Est-ce que ça nous permet d'éviter les fautes d'orthographe? On sait que c'est un peu le mal du siècle, Christophe, c'est que les jeunes, ils font beaucoup de fautes d'orthographe et donc quand on a un collaborateur qui est en communication externe avec les clients, c'est compliqué pour l'image de marque et la notoriété de l'entreprise. Ou est-ce qu'on va utiliser l'IA pour dégager du temps pour les managers? L'IA marche très bien pour les managers. Comme les managers font beaucoup de reporting, l'IA va leur permettre de créer des tableaux de bord, va leur permettre de créer des comptes rendus de réunions très rapidement pour les diffuser plus vite et mieux. Donc ça, c'est très intervention. Donc, la raison d'être, on vend du carrelage, le meilleur carrelage possible, le plus vite possible et le mieux possible pour nos clients. Ensuite, la stratégie, c'est comment on va intégrer l'IA au service de notre mission. Et ensuite, en termes d'exécution, il va falloir définir des actions clés. Donc, il faut repartir des procédures. C'est comme ça qu'on fait chez Éducation IA. On part des procédures existantes. On part du système d'acquisition client, de conversion et de livrable. Donc, est-ce que je livre du carrelage ou est-ce que je livre du service? C'est pareil. Et donc, là, on va travailler avec les salariés pour qu'ils choisissent comment ils veulent intégrer l'IA.
Et donc, ça limite très fortement la résistance au changement. Et c'est comme ça qu'on va donner du sens aux collaborateurs et c'est comme ça qu'on va apporter un maximum de valeur dans l'intégration de l'IA générative. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allez-y, le temps que ça arrive sur le chat et que je puisse les lire, on peut peut-être enchaîner. Nous, ce qu'on a remarqué avec l'accompagnement avec Christophe, qu'on travaille avec le Learning Gate et Éducation IA, et les centaines de salariés qu'on a formés, il y a quand même 5 valeurs, 5 étapes clés où il ne faut pas se louper. Et globalement, tous les projets qui échouent aux États-Unis, en France et en Europe, c'est un problème fondamental sur la stratégie de la conduite au changement et comment on va intégrer l'IA dans la transformation digitale des entreprises. Donc, la première étape, il faut être transparent. Il faut expliquer clairement ce que fait l'IA et comment les données sont utilisées au sein de l'entreprise. Il faut que les salariés, les managers et les top managers, y compris les fonctions support, dont vous les RH, vous compreniez comment vous utilisez l'IA et à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise dans la boîte. C'est très, très important. Ensuite, le deuxième point, c'est la participation. Nous, on est sur une démarche de co-construction et de co-construction avec les salariés. On part sur des temps de formation où les salariés donnent leur avis comment on pourrait utiliser l'IA. Donc, est-ce qu'on fait des chapeaux, des post-it, des paperboards? On a des dizaines et des dizaines de modèles d'animation pédagogique. Et à partir de là, c'est les salariés qui donnent leur avis dans le processus du service après-vente. Où est-ce qu'on pourrait utiliser de l'IA? Donc, on part de leurs croyances et on part de leur représentation de l'IA. En parallèle, ils apprennent à converser avec l'IA. Et nous, à côté, on travaille avec les managers pour définir les procédures d'usage. Et donc, on va nourrir les contenus des managers avec les attentes et les besoins des salariés. Ce qui permet qu'au niveau de l'entreprise, toutes les parties prenantes, internes et externes, soient prises en compte. Et donc, la démarche participative est bien meilleure. Et encore une fois, ça réduit la résistance au changement et ça accompagne la conduite au changement. Ensuite, bien sûr, le cœur de notre métier, c'est la formation. Il faut qu'ils comprennent l'utilisation de l'IA et qu'ils aient des cas d'usage métier définis par l'entreprise. Ça n'a aucune valeur de donner ChatGPT aux collaborateurs. Alors disons, allez-y, on vous a payé l'abonnement, débrouillez-vous. Il y en a qui vont l'utiliser uniquement pour corriger les emails. Il y en a qui vont créer des projets et qui vont améliorer les produits et les services. Et si vous fonctionnez comme ça, sans la formation, chacun va avoir son niveau de compétence. Les gens qui sont post global, abstract, neuroatypiques vont devenir 10 fois meilleurs. Les gens qui sont normaux, qui sont des salariés compétents, mais qui n'ont pas cette vision proactive de l'usage de l'IA, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils ne vont pas l'intégrer dans leur routine de travail. Et donc, c'est comme si vous donniez une calculette à la personne qui va continuer à calculer de tête. Donc, les niveaux de performance globale et individuelle, elles vont chuter. Et dans quelques années, vous allez avoir des vrais problèmes avec des logiques et des croyances différentes. En termes éthiques, il va falloir définir une charte d'usage claire. Nous, c'est comme ça qu'on sécurise nos clients aujourd'hui en 2025. On attend que la CNIL qui gère le RGPD, on attend que l'organe qui va gérer l'IA Act en France, après ce serait la CNIL avec d'autres organes, définissent des chartes claires au regard de l'IA Act au niveau Europe, au regard du RGPD au niveau Europe et au regard de la loi française. Et vous allez voir qu'au niveau de la jurisprudence, ça va vraiment taper dans quelques années. D'ici 2026, 2027, 2028, il y a des entreprises qui vont se faire condamner parce qu'ils vont utiliser de l'IA pour faire du mass market, pour faire des choses qui vont être interdites. Et en fonction de ça, la charte d'usage va se resserrer pour donner un cadre clair aux salariés pour qu'ils travaillent en sécurité et que l'entreprise ne soit pas exposée. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce qui va faire venir pour la transparence? Je te coupe un peu, mais en effet, le côté, je peux me permettre, William, le côté éthique revient aussi au côté transparence. C'est-à-dire que les deux vont de pair. C'est-à-dire que c'est en définissant, en effet, comme tu viens de dire, William, une charte d'utilisation de l'IA dans l'entreprise où cette charte, elle doit être accessible, hein, bien évidemment. Et c'est ça qui va aussi donner de la transparence et qui va diminuer justement cette résistance au changement comme on a vu, qui est assez importante en France. Et aussi, tu n'en as pas parlé, mais un référent IA, bon, on l'a vu, hein, c'est obligatoire par rapport à l'IA. Mais bah, écoute, j'anticipe. Et justement, ça va être obligatoire, c'est le rôle humain. Il va falloir définir et de nommer un référent. Est-ce que c'est un associé? Est-ce que c'est un dirigeant? Est-ce que c'est un salarié que vous allez embaucher spécifiquement pour le projet de transformation digitale et IA qui va piloter?
Et donc, le lien et le liant, c'est bien le rôle humain. C'est la personne qui pilote, qui va donner du sens à la charte d'usage. C'est un document qui est vivant, qui doit être modifié régulièrement en fonction de la performance de l'entreprise et des attentes et des besoins. C'est cette personne-là qui va faire le lien avec les RH pour améliorer le plan de compétences et de carrière au sein de l'entreprise. Et c'est la personne qui va animer la démarche participative et qui va rendre compte à la gouvernance de l'entreprise sur la transparence et l'éthique. Donc, ce rôle humain est très important. Je vous donne une petite anecdote. On a un client en Normandie qui est le cabinet 13 d'architecture, qui est un très gros cabinet d'architectes avec 30 architectes. On est en train d'intégrer l'IA générative dans le cabinet d'architecture et ils sont en train de nommer un associé du cabinet qui va être responsable de la transformation digitale liée à l'IA et qui va piloter la charte d'usage et qui va piloter les cas d'usage métier parce qu'ils ont énormément de choses, des études de faisabilité, des appels d'offres, etc., etc. Et en fait, on est en train de rédiger comme une recette de gâteau, étape par étape, qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on utilise l'IA. Pour pas que les 30 architectes soient perdus et qu'il y ait des décalages de compétences entre ceux qui sont plus agiles avec les outils numériques et ceux qui sont moins agiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, on passe à la suite. Alors juste pour ajouter quand même sur le rôle de l'humain, hein, c'est super important en effet, puisque une fois formé, alors il n'y a pas une obligation pour comprendre comment marchent les biais et les hallucinations, mais c'est clair qu'en étant formé, c'est plus simple à comprendre. Il faut voir que c'est pas magique non plus, hein, même si ça peut faire de la magie, mais c'est pas magique. Donc derrière, il faut toujours avoir un contrôle humain. C'est super important, même des fois une double vérification, c'est aussi utile. Donc ça, c'est quand même quelque chose de primordial. L'IA ne doit rester qu'un outil et l'humain, comme tu l'as dit William, doit être vraiment au centre de tout processus, tout simplement, et de rester au centre des contrôles. Je vous donne un exemple complet pour illustrer le propos de Christophe. Effectivement, la plupart des gens qui se mettent à utiliser l'IA, ils vont dire « Ah, le résultat, c'est nul. Ah, c'est vraiment c'est nul, quoi. C'est de la merde. » Et en fait, globalement, c'est un problème de prompt. C'est un problème que la personne ne sait pas mettre la commande, suffisamment de contexte pour que le résultat soit adapté aux besoins. Donc, il y a vraiment des savoir-être, savoir-faire et une posture professionnelle à l'ère de l'IA qui est en train de transformer les métiers. Il faut savoir ce qu'on veut avant d'utiliser l'IA. Donc, si le salarié, je vous donne un exemple simple, s'il est salarié et c'est un junior qui ne sait pas ce que c'est un compte rendu de réunion actionnable, comment il fait pour demander à ChatGPT pour avoir un compte rendu qui correspond à la culture et aux valeurs de l'entreprise, s'il ne met pas en contexte avec des exemples de compte rendu. Ensuite, donc il faut être capable de corriger le compte rendu, etc. Il faut le lire, parce que la plupart des juniors, ils font que du copier-coller sans lire. Ça, c'est un vrai problème générationnel. Et ensuite, il faut développer son sens critique après, et il faut être capable et être conscient que quand j'envoie un document à mes collègues, je le maîtrise parfaitement et je maîtrise tous les concepts qu'il y a dedans. Il y a beaucoup par exemple, le mot bienveillance dans le secteur des RH. J'ai des étudiants en ressources humaines ou des juniors en ressources humaines. ChatGPT, il y a un biais algorithmique où il met le mot bienveillance partout. Ils sont incapables de le définir en réunion. Ça, c'est un vrai problème. Ça va être un problème majeur dans les 5 ans, 10 ans qui arrivent, avec les juniors qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas appris à travailler sans l'IA. Et donc, il va falloir vraiment développer leur sens critique et leur concept pour pas qu'ils fassent d'erreurs. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, en effet, comment on fait un peu pour ça, hein, c'est ce que tu viens un peu de dire, hein, pour justement intégrer de manière efficace avec une stratégie l'IA dans mes process RH, il faut identifier un peu les freins. Pas que les freins humains, mais aussi quelles vont être les difficultés pour que je puisse utiliser l'IA vraiment de manière efficace et responsable. Donc, tout ce qui est données, est-ce que certaines données doivent être floutées, confidentialité, la résistance au changement, on en a parlé. Et voilà, les freins aussi, il nous manque en effet de stratégie claire, parce qu'on voit que, à titre personnel, hein, ça c'est les dernières études pareilles hein, qui sont sorties sur Parlons RH, à titre personnel, c'est assez difficile, voire très difficile. Donc, la majorité des gens estime que le déploiement d'outils RH d'outils IA dans la fonction RH, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est vrai qu'on l'utilise à titre personnel, comme on l'a vu pour la plupart du temps. Mais après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut l'industrialiser intelligemment, entre guillemets, tout en gardant ce rôle humain, de contrôle humain qui doit être vraiment primordial?
Donc, tout ça, en effet, c'est complexe. Il y a une envie d'y aller. On comprend, il y a un besoin, mais c'est complexe, tout simplement, parce que c'est nouveau. C'est pas le métier aussi des RH de savoir comment mettre une stratégie IA. Donc, bien évidemment, il y a des conditions pour y arriver. C'est pas sine qua non, mais je pense que c'est des conditions. On a vu ça avec William qui nous paraissent basiques, mais primordial pour pouvoir arriver à intégrer l'IA de manière efficace. C'est bien évidemment faire un audit interne ou externe, parce que, comme on l'a vu, il faut avoir les compétences quand même aussi pour comprendre réellement comment mettre une stratégie IA efficace et utile et responsable. Il faut aussi donc former, faire monter en compétences les RH et l'ensemble des équipes. Avoir de la transparence, on l'a vu, ça fait partie des 5 clés de la réussite, avoir de la transparence et de l'éthique, ce qui permet de renforcer la confiance et de diminuer, bien évidemment, la résistance au changement, et avec une approche progressive. C'est-à-dire que vous avez développé, vous avez fait un audit, vous avez mis en place une stratégie sur le papier, il faut qu'elle soit progressive. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je vais tout changer d'un seul coup, et puis ça va être génial. Non, il faut changer petit à petit, tester, prouver, et après, si ça marche, si ça fonctionne, si c'est en adéquation par rapport à mes besoins, j'ai encore augmenté la charge de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut y aller petit à petit. Concrètement, par exemple, pour l'approche progressive, on a mis en place une charte d'usage, il faut que ce document vive et qu'on le revoie régulièrement. Par exemple, les cas d'usage métier, comment on gère le recrutement avec l'IA générative, il faut la challenger et il faut revoir la procédure régulièrement. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire de l'amélioration continue. Il y a plein de méthodes. Il y a des clients qui utilisent la méthode POC, il y a des clients qui utilisent la méthode Six Sigma, il y a des clients qui utilisent des questionnaires pour remonter les besoins et ensuite en interne, ils vont créer les contenus pour accompagner les salariés. Tout est possible, tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire. Mais par contre, il faut vraiment garder cette démarche de dire que, OK, si l'entrée de l'IA dans l'entreprise, ça part des RH, il faut absolument former les RH avant qu'ils définissent la politique. Parce que la plupart des clients qu'on a, quand on les accompagne, quand on fait l'audit, en fait, ils veulent juste une journée ou deux de formation pour les salariés pour qu'ils apprennent à utiliser un outil. Donc, nous, on leur explique qu'il faut apprendre à converser, qu'est-ce qu'on veut avant, pendant et après l'usage de l'IA, et surtout que c'est un projet de transformation. Donc, ça demande du temps. Et donc, si vous faites 2 journées one-shot, vous ne parviendrez pas à transformer les pratiques professionnelles. Donc, les RH, pour qu'ils soient compétents et qu'ils aient vraiment une vision stratégique au niveau des processus RH, il faut bien qu'ils soient formés en premier. Et ensuite, vous pourrez former les managers, les collaborateurs, le top management, etc. Si l'entrée, c'est l'inverse, c'est la DSI, il faut partir de l'écosystème des outils et de l'écosystème et de la politique des données pour pouvoir construire les éléments. Donc là, si on rentre dans la porte de la DSI, ça sera plutôt la notion des données, comment on va gérer notre big data, en quoi ces données clients sont pertinentes et comment on donne accès à ces données-là à travers de l'IA générative ou à travers de l'IA en interne pour que nos collaborateurs fassent du ciblage plus personnalisé pour donner envie aux clients d'acheter d'autres produits, etc., etc. Tout dépend de la porte d'entrée et comment vous voulez faire, mais les fondamentaux sont là. Faire un audit, former l'équipe pilote, être toujours en transparence et éthique, même si le projet dure 5 ans, il faut expliquer toutes les étapes, et ensuite faire une approche progressive d'amélioration continue. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin, puisque il est midi et 33, donc on a dépassé de 3 minutes, donc c'est pas mal. Question-réponse, en effet, est-ce que vous avez déjà identifié des freins à l'utilisation de l'intelligence artificielle et où c'est que vous voyez, vous, la valeur ajoutée immédiate, c'est-à-dire que vous avez déjà peut-être des idées où, là, je sais que si j'utilise l'IA de manière efficace, ça peut m'être utile par rapport à mon métier. Donc, si vous pouvez répondre rapidement dans le chat. En attendant, les réponses, vous voyez là deux QR codes. Donc, vous pouvez flasher avec votre smartphone, entre autres. Un vous les livre enverra blanc. aussi en message privé. Hein. Comment? On leur enverra aussi en message privé pour ceux qui Oui, n'étaient pas tout là à et fait. ceux qui n'ont pas le Tout à fait, téléphone pour dans ceux les qui mains n'étaient pour pas là flasher le aussi, QR code. bien évidemment. Mais voilà, au moins, vous pouvez aller directement télécharger notre livre blanc, comment intégrer l'IA dans vos process RH. Alors,
c'est un livre blanc, un vrai livre blanc, hein, parce que moi, je vois des livres blancs, entre parenthèses, si je me permets, des fois qui ont 7 pages, 8 pages, 9 pages, 10 pages. Bon, ben là, ça fait 48 pages, C'est pour presque récupérer les 50 pages. emails. Donc voilà, donc c'est un vrai livre blanc et après en effet un audit gratuit pour faire un état des lieux. On a vu qu'un audit interne ou externe était important. Ben là, on vous offre un audit gratuit pour faire un état des lieux de quels usages de l'IA pour le pôle RH. Voilà, donc vous pouvez avec votre smartphone flasher les QR codes. Est-ce que tu as des réponses un peu Ouais, non, aux j'ai pas trop questions? de réponses parce que j'ai un délai de latence, le temps qu'ils répondent, mais juste pour Oui, compléter ton propos, normalement, si vous êtes resté jusqu'à la fin du live, vous avez pris conscience de 2 éléments. Il y a la dimension compétence individuelle, savoir converser avec l'IA. Ça, normalement, vous le faites tous plus ou moins. La plupart, vous avez répondu que vous utilisez en gratuit ou en payant des IA génératives, donc déjà bravo, vous êtes déjà dans cette transformation digitale. Et ensuite, maintenant, il va falloir penser stratégie. À l'ère de l'IA Act, qui va vous obliger à rentrer dans la compétence pour les salariés, et à l'ère de la concurrence accélérée avec des entreprises IA first, donc des entreprises qui intègrent de l'IA partout, le marché va se resserrer. Et donc, il va falloir vraiment penser la stratégie d'entreprise et la stratégie de compétences au sein d'entreprise. Donc là, c'est le bon moment de passer à l'action. Et vraiment, l'audit qu'on vous offre, c'est 30 minutes où en fait, on vous pose des questions pour connaître votre niveau de maturité sur l'IA et vous faire des propositions. Et vraiment, cette idée-là, c'est pas uniquement de penser en achetant l'IA générative à mes collaborateurs, ils vont se mettre à l'IA. C'est pas du tout vrai. On a des excellents exemples depuis plus de 3 ans. Et vous voyez bien que sur les études qui ressortent de Parlons RH et des baromètres qui ressortent, plus de 60% des projets sont des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas suffisamment acteur-système. Quel est notre système d'entreprise? Acquisition, conversion, livrable. Qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Et acteur, c'est comment on accompagne nos collaborateurs à intégrer l'IA dans leur pratique professionnelle et auprès de leurs clients ou auprès des fournisseurs. Et ça, c'est vraiment important. Pensez vraiment comme ça. C'est quoi mes processus RH? En quoi l'IA répond à nos processus RH? Et ensuite, quelle est la place de nos collaborateurs dans le projet de l'IA et comment on va les accompagner dans le temps pour limiter la résistance au changement et pour qu'on continue à être compétitif sur le marché. Ok, bah, je pense que bah, voilà, on a fait le tour. Alors, on n'a pas pu rentrer dans les détails, hein, bien évidemment, parce qu'en 3 quarts d'heure, on peut que survoler, mais je pense que déjà, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise d'un peu la manière de fonctionner pour intégrer l'IA de manière efficace. Donc, merci à tous d'être venus pour ce live. Un replay sera aussi envoyé, c'est bien ça, William? Ouais, on va faire des petites Voilà. vidéos, on va faire des carousels, on va vous envoyer du contenu par message privé. Je vais vous faire des reels, des petites images des meilleures phrases de Christophe et de moi-même sans prétention pour vous donner envie de justement de lire le livre blanc que Christophe a préparé et de vous inciter à faire un audit pour définir l'état des lieux de votre maturité digitale au service du projet d'IA. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et là, on va tirer les oreilles. On a plus de la moitié qui n'était pas présent. Oui, C'est c'est devenu la normal. technique sur LinkedIn parce C'est qu'en fait, les normal. gens, ils n'ont tellement pas le temps dans la journée qu'en fait, ils s'inscrivent pour pouvoir regarder le replay. Mais Donc, on va déjà, vous envoyer des messages. c'est pas mal, William, la moitié, parce que les stats classiques, c'est un tiers présent Ouais, par rapport à exactement. ce Un tiers, un donc, quart. déjà, Et c'est donc pas là, mal. on va analyser nos chiffres de notre côté pour mieux faire. Et surtout, on va vous envoyer des messages privés pour vous accompagner dans votre stratégie de transformation digitale à l'ère de l'IA. Donc, merci infiniment Merci et bon beaucoup, appétit merci à tous. Et et bon n'hésitez week-end. pas. Bonne journée.